Comment utiliser les tableaux de VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de la formation sur l'apprentissage du langage VBA, nous allons découvrir un nouveau type de variable bien particulier. Il s'agit en effet des tableaux de variables. Les tableaux de variables qui permettent de manipuler des ensembles de variables d'un même type d'une manière unifiée. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons découvrir à quel point ces variables sont puissantes et peuvent permettre de rendre la réalisation d'opérations pourtant complexes bien plus simples à mettre en place. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors avant de commencer, comme d'habitude, sachez que le support que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et je vous invite fortement à le télécharger si vous voulez avoir un aperçu visuel de tout ce que nous allons mettre en place, notamment toutes les macros que nous allons rédiger dans le cadre de cette vidéo. Alors lorsque nous allons manipuler plusieurs variables dont le type va être identique, il va être possible de rassembler celles-ci dans une seule et même variable, laquelle portera alors le nom de tableau. Tout comme les tableaux que nous trouvons dans nos feuilles de calcul Excel, les tableaux sous VBA permettent d'ordonner les informations en stockant un ensemble de valeurs dans une seule et même variable que nous pourrons ensuite appeler à partir d'un index. L'index qui va permettre d'identifier la position à laquelle va se trouver la valeur dans notre tableau. Alors pour illustrer cet exemple, imaginons que nous souhaitions enregistrer les heures d'arrivée d'une personne sur son poste de travail au cours de 5 journées consécutives, c'est-à-dire du lundi au vendredi. La solution classique va consister à utiliser 5 variables, une pour chaque journée de la semaine, que nous allons commencer par déclarer et ensuite auxquelles nous allons attribuer des valeurs. Donc ici, imaginons que nous créions nos 5 valeurs. Nous allons évidemment retrouver dans un premier temps le lundi. Donc dim lundi as string, étant donné que nous allons stocker l'heure ici sous la forme d'une chaîne de caractères, ce qui nous permettra de simplifier la suite des opérations. Donc ensuite, nous allons affecter cette heure à notre variable lundi. Donc en imaginant que la personne soit arrivée par exemple à 7h17. Le lendemain, donc le mardi, la personne est cette fois-ci arrivée à 7h24. Le mercredi, cette fois-ci nous allons dire qu'elle est arrivée un petit peu plus tôt, donc par exemple à 6h54. Ensuite, nous allons avoir le jeudi, qui va également être typé en tant que string. Et cette fois-ci, la personne est arrivée à 7h02. Et donc évidemment, pour terminer, le dernier jour que nous allons enregistrer va évidemment être le vendredi. Et cette fois-ci, la personne est arrivée plus tôt, donc à 6h32. Hop. Donc comme vous avez pu le constater ici, à chaque fois que nous avons utilisé une variable, nous avons dû la déclarer. Alors évidemment, nous pourrions nous passer de déclarer les variables, mais étant donné qu'ici nous avons posé le option explicit en tout début de feuille, la déclaration des variables va être obligatoire sous peine de générer une erreur d'exécution. Donc nous avons déclaré nos variables, nous l'avons vu, et nous avons affecté une valeur à celle-ci. Maintenant, imaginons que nous souhaitions utiliser un tableau. Donc pour cela, nous allons commencer par déclarer une variable, donc ici rien de neuf, que nous allons appeler heure d'arrivée, étant donné que celle-ci va nous permettre de stocker les heures d'arrivée de chaque jour de la semaine. Ensuite, pour pouvoir déclarer un tableau, nous allons simplement saisir entre parenthèses le nombre d'éléments que celui-ci va récupérer. Nous avons vu qu'il y a 5 jours, donc nous pourrions penser qu'il suffirait de taper le chiffre 5 entre parenthèses afin de déclarer un tableau avec 5 entrées. Sauf que dans les faits, le premier élément de notre tableau va être l'élément 0. Ce qui signifie que nos 5 jours de la semaine vont être le 0 pour le lundi, le 1 pour le mardi, le 2, le 3, et pour terminer, le vendredi sera au numéro 4. C'est-à-dire que nous allons devoir déclarer le tableau avec comme paramètre 4, ce qui signifie que nous allons bien déclarer un tableau avec 5 entrées possibles. Nous verrons par la suite qu'il est possible de modifier cette fonctionnalité en intervenant sur le option base. Ensuite, nous allons typer notre tableau, c'est-à-dire que nous allons définir le type des variables qui vont être stockées dans ce tableau. Et donc ici, nous n'allons rien révolutionner, nous allons typer notre tableau en tant que string, afin que les valeurs que nous allons saisir dans ce tableau soient également typées en tant que string. Une fois que nous avons fait cela, nous n'aurons plus jamais besoin de déclarer nos variables. Nous allons simplement enregistrer celle-ci en utilisant le numéro d'index. Donc nous reprenons notre heure d'arrivée, nous allons saisir la première heure d'arrivée, qui est donc le 7h17,
simplement en spécifiant le numéro d'index du début, c'est-à-dire le 0. Puis nous allons simplement utiliser le symbole égal afin d'affecter la valeur à la première variable de notre tableau. Donc une fois que nous avons bien compris cela, le reste va découler de source. Nous allons ensuite avoir notre heure d'arrivée avec l'index numéro 1 qui sera à 7h24. L'heure d'arrivée index 2, 6h54. Puis l'heure d'arrivée index 3, 7h02. Évidemment, pour terminer, nous allons avoir le dernier élément, qui est donc l'heure d'arrivée avec l'index numéro 4, qui correspond au dernier élément que nous avons déclaré lorsque nous avons déclaré notre tableau, et qui va correspondre à 6h32. Et donc, comme vous avez pu vous en rendre compte au travers de cet exemple, les avantages d'utiliser un tableau plutôt qu'une multiplicité de variables sont nombreux. Ici, nous avons donc stocké 5 informations, mais nous n'avons eu à déclarer qu'une seule variable, qui est donc le tableau. Donc, même si ici l'exemple peut paraître assez anodin, parce que nous n'avons stocké que 5 données, imaginons que nous ayons besoin de stocker les 365 heures d'arrivée d'une personne au cours d'une année. Forcément, alors là, le travail serait bien plus fastidieux. Nous pouvons même aller plus loin, imaginer que nous stockions 10 années d'enregistrement, ce qui ferait plus de 3500 enregistrements, ce qui est évidemment une manipulation qui n'est pas concevable en tant que telle. Ensuite, et comme nous le verrons un petit peu plus tard, un autre avantage de l'utilisation des tableaux, c'est qu'il va forcément être très simple de passer en revue l'ensemble des éléments du tableau en utilisant directement l'index, et ici nous n'aurons pas besoin de connaître exactement le nom que nous allons attribuer à chacune des variables. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, le code va être bien plus clair car toutes les variables identiques vont être rassemblées dans un seul et unique endroit, ce qui permet de comprendre exactement ce que nous faisons en temps réel. Donc maintenant, voyons les 3 types de tableaux que nous allons pouvoir utiliser dans nos codes, à savoir le tableau unidimensionnel, le tableau multidimensionnel et enfin, le meilleur pour la fin, le tableau dynamique. Tout d'abord, le cas le plus simple d'utilisation des tableaux, c'est l'exemple que nous voyons ici, c'est-à-dire un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire un tableau avec une seule porte d'entrée. Donc, pour déclarer un tableau dimensionnel, nous l'avons vu à l'instant, il suffit simplement de saisir le nombre d'éléments qui vont être insérés dans ce tableau entre parenthèses. En faisant toutefois attention à ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que le tableau va commencer par l'index 0, et donc que le nombre d'éléments à déclarer va être égal au nombre réel que nous allons stocker dans le tableau, moins un élément. Donc pour avoir 5 éléments, forcément, le tableau va être déclaré avec le paramètre 4. Donc pour être sûr de bien comprendre, voyons maintenant un nouvel exemple dans lequel nous allons créer un nouveau tableau qui va être stocké sur une dimension. Et dans lequel nous allons vouloir stocker 10 chiffres, 10 valeurs entières. Donc nous allons déclarer notre tableau, donc celui-ci va porter le nom de mon tableau. Étant donné que nous allons vouloir stocker 10 éléments, celui-ci va prendre pour paramètre 9. Et nous allons déclarer que celui-ci va être de type integer, c'est-à-dire que nous allons stocker un nombre entier. Donc nous allons voir maintenant comment insérer des données dans ce tableau en utilisant la méthode que nous avons vue juste en dessous, c'est-à-dire que mon tableau, avec pour index 0, c'est-à-dire le premier élément de ce tableau, va avoir la valeur par exemple de 5. Ensuite nous allons copier ce code et le coller 10 fois afin de stocker 10 fois le chiffre 5. Nous allons modifier l'index à chaque fois sur chaque ligne. Et le dernier va également avoir pour valeur 5. Donc ici, nous avons bien affecté la valeur 5 à chacune des cellules du tableau. Mais évidemment, utiliser ainsi 10 fois la même ligne de code, donc même si nous pouvons gagner du temps en utilisant le copier-coller, ne va pas être la méthode la plus optimale. Et comme vous pouvez vous en douter, si vous avez suivi les chapitres précédents de la formation, nous allons plutôt préférer utiliser une boucle for. Donc une boucle for, pour rappel, est une série de lignes de code que nous allons lancer un certain nombre de fois et qui va se charger d'effectuer la même opération. Donc pour lancer cette boucle, nous allons commencer par déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler tout simplement i et qui va être typée en tant que integer, c'est-à-dire que celle-ci va pouvoir prendre une valeur numérique de type nombre entier. Nous allons maintenant lancer notre boucle, donc grâce à l'instruction for. Et nous allons maintenant utiliser cette nouvelle variable à laquelle nous allons commencer par donner la valeur de 0, c'est-à-dire l'index minimum que notre tableau peut prendre. Et nous allons vouloir que la valeur maximale que cette variable puisse prendre corresponde, évidemment, je pense que vous l'avez bien compris, à la valeur maximale de notre tableau, c'est-à-dire 9. Ensuite, donc, nous allons lancer notre instruction et terminer notre boucle. Donc les 9 lignes qui restent en dessous sont maintenant devenues inutiles, nous allons pouvoir les supprimer. À présent, donc avant de lancer l'instruction, nous allons modifier l'index qui est utilisé ici pour attribuer la valeur à notre tableau. Ce n'est plus l'index 0, mais il s'agit de la valeur qui sera attribuée à la variable i.
de cette manière, Excel va lancer 10 fois cette boucle avec une variable i qui va tout d'abord prendre la valeur de 0 jusqu'à obtenir la valeur 9 et à chaque fois, nous allons utiliser cette variable i en tant qu'index de la variable mon tableau afin d'affecter la valeur de 5. Si nous voulons voir le résultat, nous allons par exemple demander à Excel de nous retourner donc dans la fenêtre d'exécution en utilisant l'instruction debugPrint la valeur stockée par exemple à l'index numéro 3 de la variable mon tableau. Donc à présent, nous relançons la procédure et Excel va nous afficher la valeur qui est stockée donc à l'index 3, mais ici nous aurions pu demander n'importe quel index. Chacune de ces valeurs a pour valeur 5. Si nous voulons varier un petit peu le résultat, nous allons demander à Excel de nous retourner une valeur aléatoire, donc en utilisant l'instruction RND qui permet de générer un nombre aléatoire qui va être compris entre 0 et 1. Si nous souhaitons que ce chiffre soit compris par exemple entre 0 et 10, nous allons simplement multiplier cette valeur par 10. Et étant donné que mon tableau n'est capable de stocker que des valeurs de type integer, nous allons demander à Excel de convertir cette valeur en tant que integer, en encapsulant simplement le rnd x 10 dans la fonction cint. Ensuite, lorsque nous allons relancer la procédure, donc Excel va à nouveau nous donner la valeur stockée en quatrième position de la variable mon tableau, et il s'agit ici de la valeur 3. Nous pouvons lancer plusieurs fois de suite la procédure et nous allons voir qu'Excel va systématiquement nous retourner un chiffre différent qui sera compris entre 0 et 10. Voilà, donc à présent que nous avons vu le fonctionnement du tableau à une seule dimension, qui finalement n'est pas très compliqué à comprendre, nous allons pouvoir attaquer donc le tableau cette fois-ci à 2 dimensions. Alors un tableau à 2 dimensions est un tableau que nous avons schématisé ici, c'est-à-dire que nous allons avoir tout d'abord une première dimension qui va correspondre exactement à ce que nous venons de voir à l'instant avec le tableau à une seule dimension, sauf que cette dimension va se répéter un certain nombre de fois. Donc ici nous avons un tableau de 10 par 10 dont les index sur la première et sur la deuxième dimension vont commencer à 0 et vont aller jusqu'à 9. Donc vous l'aurez compris, pour déclarer ce type de tableau, nous allons procéder exactement de la même manière. Donc nous allons saisir le nom que nous allons attribuer à la variable et cette fois-ci nous allons séparer chacune des dimensions par une virgule. Donc ici nous déclarons un tableau de 2 dimensions de 9 par 9. Nous pourrions ajouter une troisième, une quatrième, etc. Donc en fonction du nombre de dimensions que nous avons besoin. Mais pour l'histoire de rester sur quelque chose de facilement compréhensible, nous allons évidemment rester sur 2 dimensions. Comme tout à l'heure, nous allons vouloir stocker des nombres entiers à l'intérieur de ce tableau. Ensuite, pour manipuler les éléments de ce tableau, nous allons spécifier les index qui correspondent comme nous l'avons fait juste avant, mais en utilisant les 2 dimensions. Donc imaginons qu'ici, sur la cellule qui est située par exemple aux coordonnées 3 et 1, nous souhaitions affecter la valeur de 4. Nous allons donc appeler notre tableau, spécifier les coordonnées sur lesquelles nous allons vouloir intervenir. Donc nous l'avons vu 3 et 1. Et à cette variable, nous allons attribuer la valeur de 4. Alors, bien entendu, comme nous l'avons vu juste avant pour le tableau à une dimension, nous allons pouvoir automatiser l'insertion de valeurs aléatoires au sein de ce tableau. Donc pour cela, nous allons devoir procéder exactement comme nous l'avons fait, c'est-à-dire créer une nouvelle variable qui va s'appeler i, qui va être typée en tant que integer, ce qui nous permettra de passer en revue la première dimension de notre tableau. Mais étant donné qu'ici nous avons 2 dimensions, nous allons en déclarer une seconde, qui va donc s'appeler j et qui va être également typée en tant que integer. Nous allons lancer notre première boucle, laquelle va permettre de passer en revue la première dimension de notre tableau, et à laquelle nous allons tout d'abord attribuer la valeur de 0 jusqu'à la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur de 9. Ensuite, nous allons pouvoir lancer notre seconde boucle, cette fois-ci avec notre variable j, laquelle va fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire que nous allons commencer par lui donner la valeur de 0 jusqu'à 9. Puis nous allons donner les valeurs à notre tableau en utilisant cette fois-ci donc la valeur de i pour la première dimension et la deuxième dimension utilisera la valeur de j. Comme tout à l'heure, nous allons vouloir récupérer un nombre aléatoire en utilisant la fonction cint de rnd, donc du nombre aléatoire que nous allons multiplier par 10. Nous fermons la parenthèse, nous clôturons notre première boucle ainsi que la seconde. Et comme tout à l'heure, nous allons ensuite vouloir afficher une valeur, donc par exemple la valeur qui est stockée donc aux coordonnées 3 et 1. À présent, nous lançons la procédure. Ici, Excel va à nouveau nous afficher une valeur numérique dans la fenêtre d'exécution, qui sera différente à chaque fois que nous allons relancer la procédure. Mais ici, Excel va piocher parmi un tableau de 10 x 10, c'est-à-dire parmi un tableau qui contient 100 valeurs,
là où tout à l'heure nous avions limité le tableau à 10 valeurs. Et donc maintenant voyons le dernier type de tableau qui est le tableau dynamique. En effet, dans les exemples que nous venons de voir, nous avons pu déclarer nos tableaux en spécifiant la taille de chacun des tableaux, car nous connaissions celle-ci. En effet, nous avions voulu dans un premier temps, comme nous venons de le voir, stocker 10 valeurs, et dans un second temps, en stocker 100. Maintenant, prenons un exemple donc, qui n'a absolument rien à voir, et imaginons que nous voulions stocker dans un tableau l'ensemble des valeurs qui ont été insérées dans notre feuille de calcul. Évidemment, le nombre de cellules va varier en fonction des opérations que nous allons saisir, et nous ne pouvons pas déclarer le tableau en connaissance de cause. Et c'est là que va intervenir la notion de tableau dynamique, dans laquelle nous n'allons absolument rien spécifier entre parenthèses lorsque nous allons déclarer le tableau. Comme tout à l'heure, nous allons déclarer une nouvelle variable, donc dim mon tableau. Comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, nous allons ouvrir et fermer tout de suite la parenthèse sans rien saisir en tant qu'argument. Et nous allons vouloir que cette fois-ci, les valeurs que nous allons stocker dans le tableau soient de type variant, c'est-à-dire que nous puissions stocker n'importe quel type de valeur, car dans notre tableau, nous allons tout d'abord retrouver des valeurs numériques, des valeurs sous la forme de chaîne de caractères. Nous n'en avons pas ici, mais nous pourrions également avoir des valeurs sous la forme de formules. Donc plutôt que de spécifier un type et de générer des erreurs lorsque la valeur que nous allons vouloir insérer est différente de ce type, donc nous allons laisser à Excel le soin de directement affecter la valeur qui correspond. Alors comme vous venez de le voir, nous avons ici déclaré un tableau, mais sans spécifier d'argument entre parenthèses. Ce qui signifie que nous n'avons pas demandé à Excel de créer un espace dans la mémoire afin de pouvoir enregistrer les valeurs qui vont être stockées dans ce tableau. Et c'est justement à ce moment-là que nous allons faire intervenir une nouvelle instruction qui est l'instruction redim, qui permet de redéclarer le tableau en fonction cette fois-ci de la taille que nous allons attribuer à celui-ci. Et donc pour bien comprendre, nous allons voir l'exemple que je viens de vous aborder à l'instant, c'est-à-dire que nous allons vouloir récupérer les valeurs contenues dans chacune des cellules. Alors pour cela, nous allons tout d'abord commencer par déclarer deux nouvelles variables. Une première variable que nous allons appeler C et qui va être de type range, c'est-à-dire que nous allons stocker une cellule et cette variable va nous permettre de passer en revue chacune des cellules contenues dans la feuille de calcul. Puis nous allons déclarer une nouvelle variable qui va s'appeler I et comme nous en avons l'habitude, celle-ci va être typée en tant que integer et va nous permettre d'enregistrer l'index de la cellule en cours, c'est-à-dire la position dans laquelle la valeur de la cellule va être stockée dans notre tableau. Étant donné que le premier index de notre tableau va être égal à 0, nous allons attribuer la valeur de 0 à cette variable i. Ensuite, pour passer donc chaque cellule de notre feuille de calcul en revue, nous allons simplement utiliser un for each, dans lequel nous allons utiliser notre variable c afin de récupérer la valeur de chacune des cellules de la feuille de calcul. Pour récupérer ces valeurs, nous allons tout d'abord appeler notre feuille de calcul. Celle-ci porte le nom de 27-tableau au pluriel, donc nous saisissons simplement ce nom entre guillemets. Donc 27-tableau. Une fois que nous avons appelé notre feuille de calcul, nous allons vouloir récupérer la plage de l'ensemble des cellules qui sont utilisées. Et pour cela, il suffit d'utiliser la propriété useRange qui va nous permettre donc de récupérer les coordonnées de cette plage. En effet, nous n'allons pas utiliser l'ensemble des cellules qui composent le tableau, étant donné que ce tableau est constitué de plusieurs centaines de millions de cellules. Le temps d'exécution serait absolument pharaonique. Donc nous allons nous limiter à l'ensemble des cellules utilisées. Et donc, pour bien comprendre ce que Excel va nous retourner, il suffit de sélectionner une cellule vide du tableau et d'appuyer sur CTRL fin, ce qui va permettre à Excel d'accéder directement à la dernière cellule de notre tableau afin de pouvoir borner la plage des cellules qui correspond. Donc revenons maintenant sur notre code. Maintenant que nous avons bien compris à quoi correspond le useRange, nous allons pouvoir borner la fin de notre boucle grâce au next. Ensuite, lorsque nous sommes à l'intérieur de notre boucle, nous avons une variable qui porte le nom de C qui correspond à la cellule en cours d'analyse. Et donc la première chose à faire est de regarder si celle-ci a une valeur qui est différente de rien du tout, c'est-à-dire que celle-ci a du contenu. Lorsqu'effectivement c'est le cas, alors nous allons vouloir stocker cette valeur dans notre tableau. Donc nous allons utiliser le nom de notre tableau, donc mon tableau. Évidemment, nous allons vouloir stocker la valeur de la cellule sur l'index qui correspond à la valeur stockée dans i. Donc mon tableau de i est égal à c. Nous pourrions évidemment nous limiter à appeler le nom de la cellule et nous pourrions également demander explicitement la propriété value. Une fois que cela est fait, nous allons incrémenter la valeur de i en définissant que celle-ci est égale à i plus 1. Alors à présent, si nous lançons la procédure à ce moment-là, nous allons forcément avoir une erreur d'exécution. En effet, étant donné que nous n'avons défini aucune taille pour notre tableau, celui-ci ne va pas être en mesure de recevoir la moindre information, c'est ce que nous avons vu juste avant. Excel n'a attribué aucun espace mémoire pour ce tableau. Il convient alors d'utiliser l'instruction redim qui va permettre de redéfinir la taille de notre tableau, donc avec la variable qui correspond à i, c'est-à-dire qui stocke le numéro d'index.
Donc nous allons redéfinir mon tableau afin que celui-ci ait une taille qui correspond à la valeur de l'index. C'est-à-dire, lorsque nous allons lancer la première fois la boucle, cette valeur va être à 0. Donc mon tableau va avoir un espace de 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Maintenant, nous pouvons à nouveau lancer la procédure et nous allons constater que nous n'avons plus aucune erreur. En revanche, nous ne sommes pas forcément sortis d'affaire pour autant, car si nous décidons par exemple d'afficher les valeurs contenues dans chaque élément de notre tableau, donc pour cela nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler V, qui va correspondre à la valeur de notre tableau, et qui va donc être typée en tant que variant, afin de passer en revue chacun des éléments du tableau. Donc for each V in mon tableau. De cette manière, nous allons pouvoir afficher directement dans le debugger, c'est-à-dire dans la fenêtre d'exécution, la valeur contenue au sein de V. Et donc, juste avant de lancer la procédure, nous allons purger la fenêtre d'exécution, resélectionner la procédure et la lancer. Et donc à ce moment-là, comme nous pouvons le constater en bas dans le debugger, nous voyons qu'Excel nous a retourné une série de lignes vides, à l'exception de la dernière, qui elle nous retourne la valeur de la dernière cellule qui était incluse donc dans la plage utilisée de notre feuille de calcul. Donc comme nous l'avons vu, cela vient du fait que le redim a pour effet de réinitialiser totalement la variable. Or ce que nous allons vouloir, c'est utiliser une partie seulement de cette fonctionnalité, c'est-à-dire pouvoir redimensionner la taille de celle-ci tout en conservant les valeurs qui pouvaient déjà y être intégrées. Et donc pour cela, nous allons en plus de l'instruction redim utiliser le mot-clé preserve qui permet, comme son nom l'indique, de préserver le contenu du tableau. Donc juste après le redim, nous allons utiliser ce mot-clé, donc preserve. Ensuite, nous allons relancer la procédure, donc F5. Et maintenant, nous allons voir que dans le debugger, nous allons retrouver l'ensemble des valeurs des cellules de la feuille de calcul. Et voilà, donc maintenant que nous avons fait le tour des fonctionnalités offertes par les tableaux en VBA, je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour approfondir davantage le sujet en découvrant cette fois-ci les différentes fonctions qui vont nous permettre de manipuler les tableaux de manière encore plus poussée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.